bienvenue à chacun, à chacune pour cette soirée sur l'émerveillement et sur la gratitude. Bienvenue à vous qui êtes ici, dans la chaleur de cette pièce. On va essayer d'aérer, mais voilà, on va faire ce qu'on peut. Et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui sont avec nous par Zoom aussi, à travers ces caméras. Bienvenue à vous pour cette soirée avec Marina Bernet. J'aimerais vous donner quelques mots sur Marina. Je la connais, on se connaît depuis un certain temps, on va dire, depuis quelque temps en tout cas. On se voit rarement en vrai, puisque très souvent on se voit à travers Zoom, puisque Marina habite Sydney. C'est Marina Bernet qui habite à Sydney, donc en Australie, où elle s'est installée il y a longtemps, mais elle vient d'ici quand même, hein. Elle a bien grandi ici à Genève, dans une grande famille qui est représentée aussi ce soir de différentes manières. Et puis tu viens régulièrement quand même, hein, visiter ta famille, visiter l'Europe, visiter la Suisse, où tu as des racines quand même bien vivantes. En fait, en préparant ça, j'ai découvert des choses sur toi. Parce que j'ai été voir un petit peu sur ton site et sur Internet et j'ai découvert que Marina a un parcours très étonnant, en fait, hein. Elle accompagne maintenant beaucoup de personnes dans un cadre d'un travail d'accompagnement. Mais avant cela, tu as eu une autre vie ici à Genève, hein, d'avocate, de juge même, c'est ça que je ne savais pas, et que tu as soutenu un doctorat en droit. Et puis, même enseigné le droit médical et l'éthique à l'Université de Genève. Et puis, petit à petit, ben, au fond, ton chemin aussi en étant en Australie a suivi d'autres voies, plus proches peut-être de l'humain, on va dire, enfin de l'accompagnement en tout cas. Et donc, aujourd'hui, elle accompagne des gens en mêlant beaucoup d'approches différentes, formé en psychothérapie, en neuroplasticité positive, en kinésiologie éducative, en qigong, en méditation, en soins énergétiques, en sonothérapie, en acupressure. J'ai tout dit. Ah, les fleurs encore. Ah, voilà. Bref, elle explore donc toutes les ressources du corps, du mouvement, du souffle, des émotions, de la présence pour retrouver, pour que chacun puisse retrouver ce que nous cherchons tous ici à la Maison Bleu Ciel, c'est-à-dire un lien plus vivant avec soi, avec les autres et aussi avec ce qui nous dépasse, avec l'au-delà de tout. Et voilà, depuis qu'on se connaît, bah, j'apprécie beaucoup ta sensibilité, ta simplicité. Ben voilà, il y avait des choses que je ne savais pas sur toi, que j'ai découvert tout récemment et que tu ne m'avais jamais dit. Donc ce soir, elle nous invite à nous reconnecter à l'émerveillement en nous, en cette capacité, je crois que nous avons tous et toutes de nous émerveiller. Euh, c'est ce que je disais lors de l'heure bleu ciel du 1er juin, qui avait le même thème que cette soirée, l'émerveillement et la gratitude. Euh, et donc, au fond, c'est un peu un prolongement de cette heure bleu ciel sur un autre mode, un mode peut-être à la fois plus explicatif, plus scientifique, plus neurologique, plus, enfin, tu nous expliqueras tout ça. Mais pour découvrir qu'au fond, l'émerveillement, c'est peut-être pas ce qu'on pense, c'est-à-dire peut-être pas cette émotion uniquement passagère qui nous prend comme ça à l'improviste, mais peut-être quelque chose qu'on peut cultiver en soi et qui peut vraiment s'installer petit à petit, comme une qualité de présence, en fait, hein. Donc voilà, c'est à cela que va nous inviter Marina ce soir. Donc je ne veux pas parler beaucoup plus, je vais lui laisser la parole. Et puis,
tu disais qu'au fond, c'était OK si il y avait des personnes qui te posaient des questions au fur et à mesure. Aussi, ceux qui sont en Zoom, vous pouvez aussi le faire une fois que j'aurai réactivé les micros. Mais s'il vous plaît, ne les réactivez pas si vous n'avez pas de questions à poser. Mais si vous, voilà, je vous encourage quand même à le faire. On vous entendra dans la salle ici à travers les haut-parleurs. Donc, pour ceux qui sont en Zoom, bah, vous pouvez simplement lever la main et puis je vous verrai. Et puis, je signalerai à Marina qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Et puis, si vous êtes ici, ben, j'essaierai de vous regarder aussi. Alors, la contrainte, puisque à la fois on enregistre et il y a des personnes en Zoom, c'est d'utiliser le micro. Euh, voilà, donc pour ceux qui sont ici, il va falloir se passer ce micro, on n'en a qu'un, qui permettra de s'entendre ici un petit peu mieux, mais surtout à ceux qui sont en Zoom de nous entendre, autrement ils ne nous entendront pas du tout. Voilà, je crois que tout est dit, donc à toi la parole. Merci. Ben, je suis ravie d'être parmi nous, parmi vous, euh, pour, euh, pour partager quelque chose qui me tient très à cœur et qui est notre capacité, notre possibilité de développer en nous ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on a envie d'être. Des états qui nous donnent une façon de vivre qui est plus en harmonie avec ce qu'on désire. Et en fait, voilà, donc j'aimerais partir de cet émerveillement et de cette gratitude pour regarder comment notre cerveau fonctionne dans les très grandes lignes de ce qui nous intéresse pour essayer de voir euh, dans quelle mesure on peut soi-même s'aider à transformer dans notre cerveau dans la direction qu'on a envie qu'il se développe. Euh, et donc, voilà. Euh, Comment on développe ses aptitudes et comment on utilise notre cerveau pour ça. Alors, je m'appuie énormément sur les écrits de ce monsieur qui s'appelle Rick Hanson, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Je suis une de ses professeurs de justement ce cours qui s'appelle Neuroplasticité positive et qui explique alors d'une façon assez approfondie ce qui se passe dans notre cerveau, comment l'utiliser pour développer absolument tous les aspects de ce qu'on aimerait, toutes les émotions ou toutes les aptitudes ou tous les états d'esprit ou d'état d'âme qu'on a envie de développer. Et ça, c'est les livres qui ont été traduits en français. Il y en a plusieurs qui sont traduits en français. Et son cours, par exemple, de neuroplasticité positive est particulièrement basé sur le neurodharma. Donc, la façon dont je vais procéder, je vais vous donner un certain nombre d'informations sur le cerveau, hein, relativement basiques, mais simplement juste pour mettre en place pourquoi ce que je vous propose a un sens scientifiquement, on va dire, de ce qu'on a compris de comment le cerveau marche. Et puis après, je vais vous donner un certain nombre de ce que j'ai choisi comme façon de qualifier la gratitude et l'émerveillement. Aussi sous un certain nombre d'aspects, même ce que ça change en nous physiologiquement, ce que ça change en nous physiquement, enfin, différents aspects de l'impact de cette façon d'être au monde qu'il peut avoir sur nous. Et puis, donc, je vais vous proposer un modèle d'exercice, en fait, qui met en place ce qu'on a besoin pour que notre cerveau se transforme de la façon dont on veut. Et puis, j'aimerais vous donner plusieurs occasions, enfin, que je vous ai partagé, de mettre en pratique, c'est-à-dire que je vais faire des espèces de petites méditations guidées. Ce n'est pas vraiment des méditations, mais je vous donnerai un thème, que ce soit pour l'émerveillement ou que ce soit pour la gratitude, pour que vous mettiez en place En fait, il y a 3 pas à faire pour que le cerveau prenne ce qu'on aimerait qu'il choisisse. Et donc, je vous guiderai à travers ces quelques différents exemples d'exercices que vous pouvez faire. Et dans le dernier, je vous proposerai une prière de Saint François d'Assise, que j'ai un tout petit peu transformée. Enfin, j'ai enlevé des petits bouts, juste pour être clair par rapport à ce que vous allez entendre, qui fête ses 800 ans aujourd'hui. Et je vous laisserai prendre les pas
donc, je vous ai proposé tout seul, simplement en vous lisant cette prière. Bon. Et puis après, ben, évidemment, vous me direz si ça vous parle pas, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, quoi. Enfin, c'est ouvert pour voir comment vous pouvez vous approprier ces outils. Donc, notre cerveau, il est ce qu'on appelle plastique, hein. Donc, ça, c'est ce qu'on a découvert maintenant il y a 20-25 ans, dans tout le courant de développement de ce qu'on comprend par rapport au cerveau. Et on a compris que notre cerveau, ce n'est pas quelque chose qui a un certain nombre de cellules et puis après, ça meurt et c'est tout. Donc, on peut développer des nouvelles cellules et donc des nouvelles aptitudes jusqu'à ce qu'on meure. Le graphe montre simplement qu'effectivement, avec le temps, ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on doit mettre plus d'efforts pour obtenir le même résultat, plus de pratique, plus de mise en exercice de ceux qu'on a envie de développer en nous, parce qu'effectivement, enfin, voilà, c'est quand même moins souple que quand on est tout petit. Alors, donc, chaque activité que l'on fait avec notre cerveau va créer des nouvelles structures dans notre cerveau. Donc, chaque fois qu'on va penser à quelque chose et chaque fois qu'on va répéter de penser à quelque chose, on va activer notre cerveau. Et donc, quand on répète quelque chose, ça se répète et donc on développe des structures qui vont intégrer les différentes étapes de ce qu'on fait avec notre cerveau à ce moment-là. Okay. Donc, on sait que les neurones qui se stimulent en même temps, eh ben, ils se lient les uns aux autres. Ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'on a été construit d'une façon à ce qui est négatif reste en nous d'une façon complètement différente de ce qui est positif. C'est ce qu'on appelle notre biais négatif. Ce qu'on a qui est bien passe à travers nous comme à travers une passoire, hein. On dit que ça fait comme sur du téflon, tandis que ce qui est négatif reste avec nous comme du velcro. On garde ce qui est négatif. Donc, on a été créé comme ça. C'est pas, enfin, il y a d'excellentes raisons pour lesquelles, au temps de la préhistoire, ça nous était extrêmement utile. Ça nous est beaucoup moins utile dans la vie qu'on a maintenant. Et le fait de se rendre compte que c'est comme ça qu'on a été construit nous permet d'avoir un choix qui est de dire, ben, tiens, moi, j'aimerais amener plus de choses positives dans mon cerveau parce que je sais qu'en fait, malgré toutes les bonnes choses que je vis au quotidien, elles vont pas rester avec moi, à part le temps que je les vis, bien sûr, hein, on profite des choses bonnes qui nous sont, mais en fait, fondamentalement, on va rester dans un climat intérieur plutôt négatif. Alors pourquoi c'est comme ça? On a ce biais négatif parce qu'à l'époque où on vivait dans des cavernes, il était extrêmement important qu'on sache d'où vienne le danger. C'est un réflexe de survie qui s'est développé dans notre cerveau. Il était extrêmement important de savoir où il y avait du danger et si on devait faire 2 erreurs, par exemple, hem, imaginer qu'il y a un tigre quelque part alors qu'il n'y est pas, ou ne pas imaginer qu'il y a un tigre quelque part alors qu'il y est, eh ben, il y en a une, la conséquence, c'était de mourir et l'autre, on peut la répéter plein de fois, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance d'imaginer qu'il y en a un et qu'il y en a pas. Donc savoir s'il y a des très jolies fleurs sur le chemin qu'on est en train de prendre, ça n'avait strictement aucune importance en termes de survie. Par contre, savoir où ce qu'on avait vu, la possibilité qu'il y ait un tigre aux dents de sabre, par exemple, c'était vital. Et donc, notre cerveau s'est développé de façon à ce que ces informations-là restent dans notre cerveau, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que ça active une mémoire sur laquelle on n'a pas vraiment de pouvoir et les choses restent. Donc, c'est ça qui fait qu'on a ce biais négatif, qui fait que tout ce qui nous arrive, qui est, on va dire, difficile ou qui nous menace, et ben, ça reste dans notre cerveau. Simplement, cet outil qui s'est développé intelligemment à cette époque-là, de nos jours, pour la plupart d'entre nous, et c'est pas vrai pour tout le monde, malheureusement encore, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est une façon de se comporter par rapport au négatif qui ne sert plus à notre survie en termes de vie et de mort. C'est utilisé par notre système pour tout ce qui nous pose un problème, tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous angoisse, et ça crée un climat de vigilance par rapport aux choses que nous ressentons comme des menaces,
même si ce n'est pas en fait lié aux menaces de vie et de mort comme c'était prévu pour au départ. Donc en fait, on ne va pas du tout s'intéresser à ce qui est positif, on va être vraiment concentré à savoir comment garder en nous tout ce qui pourrait théoriquement nous menacer. Et c'est notre ressenti de ce qui est menaçant qu'on aimerait apprendre, enfin qui fait sens ou en tout cas qui est judicieux d'apprendre à calmer pour calmer nos angoisses, nos mal-être en se tournant vers tout ce qui enrichit notre vie, tout ce qui est beau, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous fait nous sentir bien. Mais ce n'est pas ce que notre cerveau fait spontanément. Et donc, en fait, si vous regardez, il y a vraiment toutes les émotions positives, hein, d'être joyeux, d'être reconnaissant, d'être satisfait, enfin, toutes ces émotions positives, ben, elles sont là le temps qu'on les vit parce que la vie nous amène et souvent on ne voit même pas ce que la vie nous a amené, qu'on pourrait profiter de cette façon-là. Par contre, on a vraiment tout notre, alerte, notre système d'alerte et notre amygdale dans notre cerveau qui est complètement préoccupé par essayer de voir, qu'est-ce qui pourrait potentiellement menacer notre confort, notre bien-être, notre estime de nous, notre relation aux autres et cetera. Alors, une autre réalité importante dans le cerveau qui nous est utile, c'est le fait que, heu, notre capacité de visualiser les choses, a un impact qui est pratiquement aussi grand que la réalité de cette chose-là. Je vais vous partager une expérience que j'ai trouvée, assez bluffante. Il y a des chercheurs qui sont amusés à donner enfin, sont amusés, excusez-moi, mais enfin, moi je trouve ça amusant, 2 groupes de pianistes un morceau à jouer. Donc ils devaient l'exercer pendant, un temps défini, un certain nombre de minutes par jour et alors un des groupes de pianistes avait un piano, enfin devait exercer le morceau sur, le piano et l'autre groupe, devait répéter le morceau dans leur tête. Et puis après, ben, avec les imageries, médicales, ils ont observé ce qui se passait dans la tête, des 2 groupes, quand ils étaient en train de jouer ce piano et en fait, les connexions neuronales liées alors, excusez-moi, j'ai oublié un élément très important, c'est que dans ce morceau-là, ils avaient particulièrement mis, un nombre d'utilisation du petit doigt dans le morceau. C'était ça l'idée, et donc après ils ont essayé d'observer, quel était le développement, carrément, physiologique du réseau, dans la tête du petit doigt et en fait, le développement alors les 2 groupes ont développé, de la zone du cerveau dédiée au petit doigt et pratiquement de la même façon qu'ils aient touché le piano ou pas touché le piano, donc la zone physique du petit doigt. C'est juste pour donner, une idée de l'impact que peut avoir le fait de volontairement visualiser quelque chose et décider qu'on développe quelque chose par notre propre visualisation. Parce qu'on sait, hein, par exemple, les sportifs, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup pour développer, une façon particulière de frapper une balle ou même s'imaginer, faire une course. Enfin, c'est vraiment utilisé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans toute notre vie pour ce qu'on a envie de développer, en tant qu'être humain. Donc, c'est utile et c'est efficace d'utiliser notre imagination pour développer cette, capacité à visualiser et à revivre nos expériences positives. Si on compare notre esprit à un jardin, on a 3 attitudes qu'on peut avoir par rapport à ça. On peut observer ce qui s'y passe, hein, on peut prendre du temps pour enlever ce qui ne va pas, hein, désherber, ou on peut prendre du temps pour planter des fleurs. Et donc, l'idée de la pratique que je vous propose, c'est de planter des fleurs. Et l'idée, c'est que plus on plante de fleurs, ben, plus ça prend de la place et moins il y a de place, en fait, pour les mauvaises herbes, entre autres. Donc, on n'est pas forcément obligé de passer son temps à les arracher. On peut aussi ça aussi dans une démarche, hein, plus d'approche, psychothérapeute, théra psychothérapeute, hop, bref. Hem, l'idée, c'est de prendre du temps avec soi-même pour développer, tout ce qui nous fait du bien et tout ce qui est bien et tout ce qu'on a envie de voir se développer en nous. Donc, il y a cette idée qu'on peut essayer de prendre les petits bonheurs qu'on a, dans le quotidien et
cette Jeanne Simour-Paquin, elle décrit les choses en disant, pour graver en moi les petits bonheurs, la seule chose dont nous avons besoin, c'est notre corps. Le bonheur, ça s'attrape en ressentant vraiment. Le bonheur, ça se sent. Je m'arrête un instant, je me relie à moi, aux émotions qui sont là, et je les ancre au plus profond de moi. Elle a une façon très jolie d'expliquer exactement les pas que je vais vous proposer dans le cerveau pour créer en nous ce qu'on a envie de dire. Oui? Ok. Ok. Donc la première chose, ah oui, ça sonne différemment. Désolée. Euh, donc ce sur quoi on porte notre attention, euh, on va pouvoir le développer dans notre cerveau. Okay, c'est comme un aspirateur qui concentre le contenu de ce qui se passe dans notre cerveau. Donc c'est très important. On a le choix de décider sur quoi on veut porter notre attention. Et donc spontanément, on va être animé par un certain nombre de choses, mais si on a une approche consciente de ce qu'on fait, on peut décider, ben, tiens, moi j'ai envie de garder toute mon attention sur cette belle chose, sur ce beau témoignage de quelqu'un, sur cette façon d'être à l'autre qu'on a envie de développer. Alors l'histoire, c'est que il y a cette étape à faire. Il n'y a pas seulement à se focaliser sur quelque chose, donc il n'y a pas seulement à activer quelque chose que l'on veut garder. On a besoin de l'installer. On a besoin de l'installer dans notre cerveau parce que c'est ces états passagers de bien-être ou de choses agréables qu'on a qui toutes seules ne vont pas rester et on a un effort conscient à faire si on veut que garder ça, le faire comme un apprentissage et nous aider à changer notre cerveau. Donc, si on ne le fait pas, c'est juste agréable, mais ça ne dure pas, ça ne reste pas en nous. Donc, ce Rick Hanson a proposé un système qu'il a appelé HEAL. Alors, dans cette présentation, je ne m'occupe pas du L du HEAL, qui est une façon de lier les choses négatives aux choses positives. Mais on n'en a pas besoin en ce moment-là, puisqu'on va s'intéresser particulièrement à l'émerveillement et à la gratitude, qui sont par définition positifs. Et donc, en fait, le schéma, il est extrêmement simple. Il y a ces 3 points. Donc, heal en anglais, c'est guérir. Et donc, c'est avoir, donc j'ai gardé le H du heal, avoir une expérience bénéfique. Donc, on décide sur quoi on veut faire nos 2 autres pas. Là, en l'occurrence, nos expériences bénéfiques vont être liées à l'émerveillement et liées à la gratitude, mais ça peut être lié à n'importe quelle émotion bénéfique ou attitude bénéfique qu'on a envie de développer. Et on va prendre le temps de l'enrichir et de l'absorber. C'est les 2 pas qui ne sont pas naturels. C'est ce qu'on ne fait pas. C'est ce que les émotions négatives n'ont pas besoin pour rester en nous. Et c'est ce qu'on a besoin de faire pour que n'importe quel état qu'on a envie s'incarne en nous. Alors évidemment, pas d'un coup avec une expérience, mais à force de répéter et de développer ces connexions neuronales liées à cette activité-là, à cette direction-là en nous. Alors donc, moi, j'aimerais me concentrer donc sur l'émerveillement et la gratitude, qui sont en fait 2 façons de prier. Il y a toutes les actions de grâce hein, et comme mentionnait Niels le dimanche 1er juin, avec cette parole de Christian Bobin, que l'émerveillement est une prière. Ce blog que je vous recommande de Eisenhower Jean, qui s'appelle Vivre et espérer, m'a amené beaucoup de façons de nommer et de décrire l'émerveillement que je partage avec vous. Donc, j'ai choisi ces deux états d'être parce qu'ils ont le pouvoir de nous orienter vers l'extérieur et vers quelque chose qui nous dépasse. Hein, et dans le contexte de cette maison qui est attirée par un appel de ce qui est plus grand que nous, voilà, ces 2 qualités qui sont belles à développer. Cet émerveillement, c'est ce qui se produit. Non, oups,
côté. Voilà, donc l'émerveillement, c'est ce regard ouvert vers ce qui nous dépasse. J'ai été intéressée parce que je suis tombée sur un livre alors en anglais qui s'appelle Awe, donc qui est justement l'émerveillement. Et c'est assez intéressant de voir l'histoire de ce mot parce que ce mot a commencé il y a 800 ans aussi, me semble-t-il, à exprimer quelque chose qui a un lien avec la terreur, aussi avec la peur, avec l'effroi. Donc, dans l'émerveillement, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui peut a priori nous effrayer, qui peut nous déstabiliser. Et, euh, et ça a été aussi traduit dans le domaine religieux par, euh, c'était quoi le terme? Un effroi mêlé de respect, hein, cette espèce d'admiration respectueuse de la grandeur de Dieu. Et donc, c'était un concept qui a plus évolué maintenant sur quelque chose qui n'a pas forcément cette dimension-là, liée aussi à une vision de Dieu qui n'est plus forcément le Dieu punisseur, vengeur, etc. Mais dans le mot en anglais, la traduction, par définition, contenait cette notion-là d'effraie, enfin de peur, et j'étais un peu intriguée parce que ça résonnait pas du tout pour moi. Enfin, c'est parce que c'est historiquement le sens de ce mot-là, d'accord? Donc l'émerveillement, c'est ce que nous ressentons lorsque nous sommes en présence de quelque chose de vaste et de mystérieux qui transcende notre compréhension habituelle du monde. C'est ce qui se produit sans s'être laissé prédire et ce qui, en dépassant notre compréhension, nous fait prendre conscience que nous sommes avant tout ignorants, petits, face à des choses qui sont plus grandes que nous. C'est les réaliser que les choses ne sont pas seulement ce qu'elles sont, mais qu'elles se tiennent là pour signifier quelque chose de suprême. C'est nous permettre de sentir dans les petites choses le début d'un sens infini. Alors, il y a bien sûr l'émerveillement par rapport à des choses extraordinaires, mais l'idée, c'est d'apprendre à s'émerveiller de toutes petites choses du quotidien, de développer cet état d'esprit sur vraiment hein, une goutte d'eau, une fleur, d'éduquer notre regard, d'avoir la volonté de découvrir la merveille dans l'ordinaire pour s'en nourrir tout le temps au quotidien finalement, euh, euh, puisque tout est là en fait devant nous. Ce qui se passe, j'ai beaucoup d'images d'enfants émerveillés parce que c'est une qualité qu'on a en tant qu'enfant. Et en fait, c'est quand on grandit, petit à petit, on essaye de comprendre, petit à petit, on essaye de maîtriser ce qui se passe, de contrôler. Et en fait, ça nous fait perdre cette aptitude spontanée qu'on a de s'émerveiller. Donc voilà. Et c'est cette idée de se développer et d'encourager ce regard, de s'émerveiller. Hein. J'ai été touchée par ces visages que j'ai rencontrés euh, dans certaines de choses que j'ai regardées, où on voit cette attitude absolument, à mon avis, touchante de réaliser comme le monde est beau. Donc c'est un choix qu'on fait de refuser l'aigreur, la dureté et la peur pour aborder le monde avec ouverture et gourmandise. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait naître l'émerveillement dans ce livre? Donc, ce Darker qui a écrit ce bouquin, ça fait des années, des années, des années qu'il travaille à l'université de Berkeley pour approfondir l'émerveillement. Il travaille sur une soixantaine de cultures différentes et il a essayé de repérer les différentes sources finalement d'émerveillement qu'il a classées, qu'il a étudiées de plein de façons différentes. Et voilà, donc je vous ai juste mis les 8 différentes, euh, disons, directions qui peuvent nous nourrir d'émerveillement. La beauté morale, certains mouvements collectifs comme la danse, le sport, la nature, la musique, certaines conceptions visuelles, les rencontres mystiques, justement, dans la religion, dans la spiritualité, euh, la rencontre de la vie et de la mort, et les grandes idées ou les épiphanies. Donc ça, il les a étudiées sous plein d'aspects différents.
Et il y a des manifestations physiques, en fait, de l'émerveillement, hein. Il y a les sons qui nous sortent, hein, et qui sont à peu près tous les mêmes dans toutes les cultures, autour de ce «oh, ah, ouah». Vraiment, il y a cette ouverture liée à ce qui nous dépasse. Ça peut provoquer des larmes, en fait, en nous, cet émerveillement. Euh, Ce sentiment qu'on a vu sur les visages des enfants, hein, de ces yeux qui s'écarquillent, et des mouvements d'ouverture de notre cœur comme de notre gestuelle. Et puis, ça peut nous donner des frissons, hein. Donc, ça, c'est différents signes de ce qui se provoque physiquement quand on est émerveillé. Et en fait, c'est une attitude qui transforme l'intérieur, parce que, au lieu de se centrer sur nous, on est tourné vers l'autre, et l'autre plus grand, plus beau, qui nous touche. Et donc, en fait, ça nous aide aussi à nous sentir plus en communauté, à être plus en lien avec les autres. Euh, donc, c'est un état d'esprit qui, à part ça, dans le monde qu'on vit, est plutôt quelque chose à développer pour nous aider à faire face à tout ce qui est aussi assez difficile et assez déroutant. J'avais envie de vous parler d'expériences qui ont été faites justement par ce Dacher. Il a exposé des gens à deux paysages différents. Alors, il avait un groupe de personnes qui étaient dans le Grand Canyon, en fait, donc sur l'image de droite en haut. Et puis, il y avait d'autres personnes qu'il a exposées en fait, c'était à San Francisco, à Fisherman's Wharf. Voilà, c'est une photo des deux endroits où il a amené des gens, et il a fait demander à ces gens de se dessiner, en fait. Et en fait, de façon systématique, les gens exposés à un paysage, on va dire, plutôt grandiose, se dessinent très petits sur la feuille. Et les gens qui sont dans un environnement qui est plus, on va dire, urbain, avec moins de perspectives ou moins d'espace, se dessinent plus grands. De la même façon, il a fait une autre expérience aussi du même genre, et en demandant aux gens de se décrire, et en analysant les descriptions des gens, les gens qui étaient exposés à un univers plus restreint parlaient d'eux, de leur qualité, de qui ils étaient. Et les gens qui étaient exposés à un espace plus grand avaient tendance à parler d'eux en lien avec les autres ou avec le monde. Donc en fait, il y a vraiment un impact, même simplement en passant un moment à regarder un type de paysage, l'impact que ça a sur nous dans la façon dont on se voit et dont on se relie à l'extérieur. C'est une expérience qui a été faite avec des enfants qui ont été exposés à des petits films qui développaient différentes émotions. Et, euh, et l'émerveillement était l'émotion ils avaient des petits exercices à faire après. Ils devaient organiser des choses euh, pour, euh, pour des enfants, pour des enfants qui étaient réfugiés. Et puis, ils avaient la possibilité d'avoir une petite friandise. Et en fait, la majorité des enfants, après le petit film sur l'émerveillement, avaient envie de donner leur friandise, et étaient beaucoup plus impliqués pour essayer d'aider dans la démarche qu'ils avaient à faire, qui était a priori pas très intéressante pour eux. Voilà, donc l'émerveillement mystique, c'est cette expérience émotionnelle ineffable d'être en relation avec ce que nous considérons comme divin, hein, qui nous dépasse, mais que nous considérons comme divin. Et c'est un muscle que nous pouvons développer, euh, qui, comme je vous disais, s'atrophie un peu naturellement avec le passage à l'âge adulte, et qui est à nous donner la possibilité de raviver et d'exercer. Et l'idée, c'est ça, c'est de reconnaître l'extraordinaire dans l'ordinaire, hein. Euh, c'est un regard à porter sur les choses. Et c'est aussi cette idée de lâcher ce besoin de comprendre tout ce qui se passe, et de laisser les choses s'éclairer elles-mêmes, hein, plutôt que de chercher une explication. Ça nous aide et ça nous porte à arrêter d'être inquiets et de jouir de ce qui vient avec gratitude, hein. Donc, il y a vraiment ce lien entre l'émerveillement et la gratitude.
Donc la gratitude, hein, c'est de savoir dire merci. Et donc c'est un merci qui est profond, hein, qui dépasse. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance quand on est capable d'apprécier la saveur de ce qu'on vit. Elle manifeste que l'existence est un miracle permanent, et c'est un sentiment de reconnaissance lorsque nous réalisons la saveur de ce que nous vivons. Alors la gratitude a aussi un impact sur notre physiologie, sur notre physique. J'ai été très amusée par cette expérience qui a été faite et qui est faite pendant très longtemps. Donc il y a des chercheurs c'est au Minnesota, qui ont essayé de trouver 2 groupes, à comparer, et en essayant de limiter un maximum, les différences, pour pouvoir, analyser juste la composante de cette gratitude et émerveillement. Et donc en fait, ils ont trouvé un monastère où depuis, 80 ans, on garde des archives avec, le parcours des nonnes qui participent enfin qui partagent cette vie monacale, et qui font on leur demande une lettre d'entrée où elles décrivent qui elles sont et ce qui est important pour elles, quand elles ont 20 ans, quand elles ont 40 ans et quand elles ont 60 ans. Et ils ont donné à des chercheurs les dossiers médicaux de ces nonnes, et à des spécialistes en sémantique de chercher dans l'évocation de leurs lettres, de rechercher les mots qui traduisent de la gratitude, de l'émerveillement, de l'optimisme. Et donc, ils ont mis ça en comparaison. Et il se trouve que des nonnes qui exprimaient de la gratitude et de l'émerveillement dans leur quotidien, dans leur façon habituelle de vivre au monde, sont restées en santé beaucoup plus longtemps, et elles ont une espérance de vie en moyenne de 7 ans de plus que les autres, ce qui est quand même assez impressionnant. 7 ans, ouais. Voilà, donc ça, c'est le bilan de cette étude-là. Voilà, donc pour développer cette attitude de gratitude, il y a 3 pratiques que je trouve qui sont très utiles à essayer d'adopter. Ben, c'est d'avoir un journal de gratitude, c'est-à-dire de prendre le temps d'écrire au moins une fois par jour quelque chose pour lequel on ressent de la gratitude. D'avoir dans vos musiques une playlist qui est faite qu'avec des musiques pour lesquelles vous êtes en état de gratitude, pour le souvenir que ça évoque ou pour l'émotion que ça provoque en l'écoutant, et de choisir des gens dans votre vie à qui vous avez envie d'écrire une lettre de gratitude, et de prendre le temps de savoir pourquoi. Et c'est des choses qui nourrissent et qui sont belles à faire. Voilà. Donc, la gratitude nous permet d'apprécier les petites choses de la vie et de cultiver l'émerveillement. Et dans notre pratique, ben, dans les psaumes, il y a souvent cette évocation de, de gratitude et de reconnaissance par rapport aux bienfaits de ce qu'on a. Moi, je suis vraiment désolée, j'ai de la peine à garder le micro au bon endroit, je me rends compte. Donc, voilà. Donc, je vous redis maintenant, on va passer à l'exercice de ces de ces différents états. Euh, donc, je vais vous proposer quelque chose, donc qui est ce premier point-là, qui est avoir une expérience bénéfique. Ça, c'est ce que je vais vous proposer. Et je vais vous proposer de l'enrichir. Donc, ça veut dire entrer et passer par son corps. C'est-à-dire, quand je pense à cette chose, à cet état, comment je me sens? C'est là que ça se passe. Ça se passe pas dans la tête. La tête, elle nous sert juste à définir sur quoi on veut travailler. Et après, on s'adresse à où est-ce que c'est en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je pense à ce coucher de soleil? Qu'est-ce qui se passe en moi? Où c'est? Et plus on est précis, plus on enrichit. Donc, on fait l'effort de rester un moment. Et donc, le temps qu'on passe, on essaye d'être au moins une vingtaine de secondes. Euh, on a scientifiquement élaboré et établi que c'est le temps qu'on a besoin pour ce changement
au niveau chimique en soi, hein. On sait que quand on fait un hug, un câlin à quelqu'un, si le câlin dure 30 secondes, eh ben, on commence à libérer de l'ocytocine, qui est l'hormone de contact, de bonding, enfin, de lien entre les personnes. Et ça, c'est physiologique. Et de la même façon, quand on reste avec des sensations agréables suffisamment longtemps, on change notre chimie. On passe d'un système de un sympathique où notre système est en réactivité à un système parasympathique où notre système se calme et où on a nos hormones, nos happy hormones, notre sérotonine, notre dopamine qui peuvent recirculer plus librement plutôt que le cortisol et nos glandes adrénales qui travaillent comme des folles pour être là, attention, attention, qu'est-ce qui se passe, attention, ok? Donc, on a besoin d'un certain temps, et ça, c'est ce qu'on fait quand on enrichit. Quand on enrichit, on prend le temps d'aider notre chimie à passer d'un état d'alerte à un état de réceptivité par rapport aux sensations qui se passent dans notre corps. Et puis, on a notre troisième étape qui est absorber. Et ça, c'est lié à ce que je vous ai dit par rapport au fait que le cerveau, il ne garde pas ce qui est bien, hein. Donc, euh, la tendance New Age, tout est beau, tout est magnifique, était dans la bonne direction d'apprécier les bonnes choses. La différence, c'est que pour l'incarner, il faut ces deux étapes pour le cerveau. Sinon, c'est juste un moment de plus, et tous les moments sont bons à prendre, évidemment. Mais pour l'incarner, c'est-à-dire pour le garder en soi, il faut demander à son cerveau de le faire. Son cerveau ne va pas le faire spontanément. Ce n'est pas très compliqué. On utilise notre mémoire de la même façon qu'on l'utilise pour tout ce qu'on a envie de se rappeler, une langue, une direction, n'importe quoi qu'on a envie de se rappeler. On se dit simplement, je veux me le rappeler. Voilà, ben, c'est la même chose. Si on voit un beau coucher de soleil, si on voit le beau coucher de soleil, il va passer en nous comme de l'eau ou comme de l'eau dans une passoire, avec un moment charmant. Mais si en ce moment qu'on regarde le coucher de soleil, on se dit, OK, qu'est-ce qui se passe en moi? On fait attention à ce qui se passe, qu'on garde, qu'on cultive ce sentiment pendant au moins ces 20-30 secondes et qu'après on dit, ben voilà, maintenant j'aimerais me rappeler. J'ai envie que ça reste en moi. J'ai envie que cette sensation, elle s'incarne en moi. On a fait les deux étapes qui sont cette différence qui fait que cette expérience-là va rester en nous. Elle va on est en train de créer ces nouvelles connexions neuronales et en les exerçant et en les exerçant et en les exerçant, on utilise de l'espace dans notre cerveau pour beaucoup plus de connexions neuronales par rapport à cet état qu'on a envie de vivre et donc ça grandit en nous. C'est tout simple, hein. Ce qu'on n'utilise pas dans notre cerveau diminue, ce qu'on utilise dans notre cerveau augmente. C'est comme ça que ça se passe. Donc on a ce choix-là de pouvoir faire ça. Alors voilà, avant qu'on passe aux exercices, je ne sais pas si vous avez envie de poser des questions, peut-être. Pardon? Ok. Bah, très bien. Attends. Ok. Alors, donc je vous propose de vous installer comme il faut, peut-être avec vos deux pieds par terre, vos mains bien posées. Probablement, si vous fermez les yeux, pour vous retrouver avec vous-même. Voilà. Et donc, je vais choisir trois éléments parmi les différentes catégories d'émerveillement qui ont été proposées par Dacher, là. Je vous propose d'abord d'évoquer en vous un émerveillement qui est lié à la nature. À la nature, donc quelque chose que la nature amène en vous, hein. Un coucher de soleil, un arbre, une fleur, vraiment quoi que ce soit, l'océan. Enfin. Et donc, je vous propose de vous ouvrir à ce sentiment d'émerveillement. Laissez-le vous remplir et s'intensifier. Demeurez avec lui. Aidez-le à durer. Faites-lui de la place dans votre esprit. Trouvez les moyens de vraiment le ressentir. Peut-être comment votre visage pourrait exprimer cet émerveillement. Et vous pouvez modifier cette posture pour le ressentir en vous, ou votre langage corporel.
pour qu'il soit accueillant par rapport à ce sentiment. Quelle sensation vous éprouvez lorsque vous êtes émerveillé par ce que vous êtes en train d'évoquer dans votre, dans votre imaginaire ou dans votre souvenir? Où est-ce que se logent ces sensations dans votre corps? Restez avec une chaleur, une petite dilatation, une respiration qui change, une détente. Voilà, on reste avec, on enrichit. C'est cette étape. Et maintenant, pour l'étape d'absorber, ce que vous voulez, c'est aider que ce sentiment positif pénètre en vous. Alors, vous pouvez visualiser ça de la façon qui vous parle. Ça peut être comme la chaleur d'une tasse de thé chaud qui se répand dans vos mains. Ça peut être des sensations d'émerveillement que vous absorbez comme une éponge. Ça peut être un baume dans lequel vous vous enveloppez. Essayez de ressentir dans tout votre corps que voilà, ça, je le garde. Ce moment d'émerveillement, il reste avec moi. Voilà, c'est pas long, hein, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. C'est pour ça que c'est merveilleux parce qu'on peut en faire régulièrement sans avoir besoin de temps. On peut se mettre des rappels dans la journée sur le téléphone pour prendre juste le temps de faire une pause avec ces quelques minutes. Je vais vous proposer maintenant de penser à une façon dont vous avez été touché, émerveillé par la gentillesse ou le courage ou la force de quelqu'un que vous connaissez. Prenez juste le temps de poser votre attention sur un souvenir que vous avez et ouvrez-vous à ce sentiment d'émerveillement de cet acte ou de cette attitude que vous avez observé. Laissez-la vous remplir et s'intensifier en vous. Demeurez avec cette sensation. Aidez-la à durer, même si vous provoquez un peu de façon artificielle, c'est pas grave, ça va. Plus vous le ferez, plus vous allez le ressentir. Des fois, on a besoin de presque imaginer qu'on ressent des choses, mais c'est pas important. C'est juste de concentrer son attention là-dessus. Faites de la place dans votre esprit pour se souvenir et comment vous vous sentez à son évocation. Et de la même façon, trouvez-vous en vous les moyens de l'incarner. Est-ce que votre visage peut exprimer quelque chose dans cet émerveillement? Ou votre posture, quelque chose? Observez où est-ce que se logent ces sensations. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre ventre? Est-ce que c'est plutôt au niveau de votre cœur? Ou il se passe quelque chose dans votre gorge? Est-ce qu'il y a des sensations sur votre visage? Est-ce que vos épaules changent, se détendent? Et vous restez avec. L'idée, c'est ces 20 secondes au minimum. Et puis l'étape de l'absorption. Vous aidez ce sentiment positif à rentrer en vous en imaginant l'image qui vous convient de cette chaleur dans vos mains, de la tasse de thé ou de l'éponge qui absorbe tout ça que vous avez visualisé, ou ce baume qui vous entoure, ou quoi que ce soit qui vous parle. Si vous êtes un ordinateur, vous allez le mettre sur votre disque dur. Si vous êtes une banque, vous allez le mettre dans votre coffre-fort. Enfin, vous évoquez ce qui est une évocation qui vous parle pour garder en vous ces impressions que vous avez suscitées parce que vous avez décidé de choisir d'évoquer en vous. Et donc, pour l'émerveillement, je vais vous proposer aussi de prendre un aspect de votre vie spirituelle, une expérience que vous avez faite, un moment qui est précieux pour vous. Et on va faire la même chose. Vous allez vous ouvrir à ce sentiment
quand vous évoquez ce moment pour vous, le revivre en vous, qu'il vous remplisse et qu'il s'intensifie en vous, vous l'aidez à durer, vous lui faites de la place. Comment vous vous sentez? Où est-ce que c'est en vous? Vous restez avec, vous observez, vous sentez, vous provoquez ces sensations. Où est-ce qu'elles se logent, ces sensations, dans votre corps? Et puis, on absorbe. Voilà. Ça, je veux m'en rappeler. Ce moment-là, ces sensations-là, je veux les garder en moi. Et on ancre ça en soi. Maintenant, je vais vous proposer la même chose pour la gratitude. Alors, vous allez choisir quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant, que ce soit à Dieu, à la vie, à un de vos proches. Choisissez juste ce qui vous parle à ce moment. Vous pouvez noter les sentiments de gratitude qui sont déjà présents dans votre esprit, juste là. Vous pouvez être content de l'endroit où vous vivez, ou vous vous réjouissez de la bonne humeur de quelqu'un que vous avez croisé. Ça peut être des choses toutes petites, simples, quelque chose d'agréable qui s'est produit récemment, un ami que vous appréciez. Vous pouvez être reconnaissant pour un animal de compagnie, des fleurs, des mains qui vous ont aidé. Ouvrez-vous à la gratitude, explorez les sensations qu'elle vous inspire et prolongez-les. Aidez ces sensations à s'intensifier. Percevez-les dans votre corps. Quand vous imaginez, quand vous revivez ce moment, qu'est-ce qui se passe en vous? Restez avec ça. Intensifiez pour qu'elles deviennent riches et intenses, aussi intenses que possible, ces sensations, qu'elles remplissent tout votre corps. Imprégnez-vous de cette gratitude. Devenez de plus en plus conscient de ce flux en vous. Ouvrez-vous à cette expérience. Laissez-la vous remplir l'esprit. Continuez à vous livrer à elle, à l'aider à durer. Et puis, voilà, on va absorber. On aide ce sentiment à pénétrer en soi. On absorbe comme une éponge ou une vague qui vient s'écraser s'effacer sur la plage. On laisse la gratitude nous envahir. On laisse notre esprit s'abandonner à ce sentiment de gratitude. Et donc là, je vais vous proposer de refaire l'exercice avec donc les différentes étapes, mais vous allez le faire tout seul. Moi, je vais juste vous proposer les différents couplets que j'ai gardés de ce Cantique des créatures de saint François d'Assise. Et vous faites vos étapes d'enrichir et d'absorber, comme vous le sentez sur ce qui vous parle. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur serein et tous les temps, par lesquels tu maintiens en vie toutes tes créatures. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur eau, qui est très utile et très humble, et précieuse et chaste. Loué sois-tu, Seigneur, pour frère feu, par qui tu illumines la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit divers fruits avec les fleurs colorées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux ceux qui les supportent en gardant leur paix. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Marina, pour ce voyage que tu nous as permis de faire à travers ces, ces expériences intérieures, hein, petit à petit nourrir et installer, intégrer en nous. On disait qu'au fond, peut-être que on a besoin encore un peu de silence pour les laisser descendre. Ici, on en prenait un petit peu plus encore. Je propose peut-être de rester en silence quelques instants encore. Et puis juste pour laisser descendre tous ces mots, aussi toutes ces images qu'on a entendues. Et peut-être encore exercer ce que tu nous proposes. Ça vous va? Un peu de silence.
Béni sois-tu pour le silence qui nous guide vers ta présence. Amen. Parce que on a le temps pour un échange encore. Peut-être vous dire que sur le tapis, juste là devant, il y a une toute petite icône, une reproduction d'une icône qui montre François d'Assise en train de parler à des oiseaux. Peut-être que tout ce que, tout ce que tu nous disais, c'est lui qui le mettait le mieux en pratique. Et peut-être que ce qu'il nous enseigne, c'est que quand on est vraiment dans l'émerveillement et la gratitude, eh bien, euh, les animaux commencent de nous parler, commencent de venir manger dans notre main, commencent de sentir que nous sommes vraiment disponibles, nous sommes vraiment présents dans une attitude non pas de captation ou de vouloir à tout prix garder quelque chose, mais dans une attitude simplement d'être là, avec le vivant. Mais ce qui serait intéressant, c'est de nous entendre, peut-être en écho à Marina. Comment c'est pour nous, au fond, l'émerveillement ou la gratitude? Est-ce que est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Comment c'est pour nous d'entendre aussi ton invitation? C'est comme ça que je l'entends, hein, de la cultiver vraiment, hein, cette gratitude et cet émerveillement, de pas simplement en faire un sentiment passager, mais parce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment s'installer, hein. Donc c'est comme une grande invitation. Comment c'est d'entendre cela? Personnellement, j'ai naturellement l'émerveillement en moi et je pense que Marina, tu m'as donné une clé pour fixer en effet ces moments d'émerveillement que j'ai et que je vis au quotidien. Mais je pense que, comme tu l'as très bien dit en début de séance, ça passe, on le voit, on l'admire, on est empreint de la beauté des choses. Je suis émerveillée régulièrement, souvent, et ça me fait plaisir d'avoir une méthode de fixer ça en moi pour les moments moins joyeux et plus difficiles. Alors, je pense que c'est très facile à faire, en effet. Alors, merci. Merci pour votre présentation. C'était tellement clair et émerveillant avec toutes ces photos, tous ces visages d'enfants, mais c'était vraiment, c'est extraordinaire ce que les regards de ces enfants, oh, on ne peut que faire comme eux face à ça, donc merci. Moi, j'ai une question. Je suis aussi facilement dans l'émerveillement, dans la gratitude au cours de la journée. J'apprécie plein de petites choses. C'est une posture qui m'est naturelle. Ce qui m'étonne, c'est que le matin, quand je sors de ma nuit, je me réveille, je suis 9 fois sur 10 pas du tout dans l'émerveillement, mais plutôt dans le bluesy comme ça. Oh là là, faut se réveiller, faut entrer dans la journée. Et ça me prend vraiment du temps faut que mon corps soit réveillé, mon esprit réveillé pour que ça commence à sourire. Et je trouve étonnant. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau la nuit? Est-ce qu'il se met en mode archaïque de attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe de spécial la nuit? En fait, je pense qu'effectivement, il y a un changement en termes hormonal, en termes de la chimie qui circule, et que quand
vous animez tout, vous vous remettez dans un mode avec les états d'esprit que vous voulez. Mais je pense que c'est aussi juste complètement naturel d'avoir des moments où on n'est pas en mode où on veut être d'une certaine façon. Et c'est des moments comme ça où justement, le fait, par exemple, de vous connecter le matin à simplement amener ça à vous, penser, dès que vous vous réveillez à un moment qui est magnifique, que vous voulez cultiver, ça vous aidera à passer ce moment d'une façon plus agréable, en petit à petit, accumulant ces moments-là pour que votre état d'esprit, quand vous ne faites pas un effort d'être, présent au monde, vous habite plus spontanément. Ju Parce que ce sera ancré en vous d'une façon, c'est en fait, c'est tout simplement chimique au bout du compte. Ça dépend de la chimie qui est en train de circuler en soi, et plus vous la nourrissez, alors vous le faites spontanément, mais encore une fois, comme Sabine disait, c'est pas forcément quelque chose qui reste en vous, et donc au moment où vous la cultivez pas par ce que vous amenez de l'extérieur, elle n'est pas là, cette attitude, fondamentalement, parce qu'elle ne reste pas. Donc très probablement, vous allez pouvoir énormément bénéficier de tout ce que vous faites si vous essayez de l'incarner consciemment, en, en sachant que c'est ce que vous êtes en train de vivre, en étant attentif à ce qui se passe dans votre corps. Hein. Je pense que c'est ça qui est vraiment très important. C'est de conscientiser. Le fait de conscientiser où c'est, qu'est-ce qui se passe, nous oblige à rester dans notre corps et pas dans notre tête. Et c'est là que notre physiologie peut avoir des changements qui font que spontanément, petit à petit, on est plus apaisé, on est plus centré, on est plus en paix parce qu'on l'a cultivé. Et du coup, ce qui se passe à l'extérieur, on a une distance, on n'est pas en réaction avec tout ce qui nous arrive, de bien ou de pas bien, on est ressourcé. Et on est à l'intérieur à un endroit qui fait que ce qui nous arrive, on a un choix de comment on veut réagir et on a des réserves. Quand vous venez de manger, vous n'avez pas faim. Voilà. Donc, si vous êtes nourri de beauté, de, 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 de relations magnifiques, si vous avez une relation à un moment donné qui vous nourrit moins, vous avez cette réserve en vous et vous pouvez juste observer, oh, tiens, ça ne me nourrit pas tellement, mais ça ne va pas travailler de la même façon, d'une façon difficile ou négative à l'intérieur. Donc, c'est génial que vous avez cette propension naturelle et vous allez pouvoir aussi la cultiver d'une façon qu'elle va pouvoir s'incarner en vous pour que les moments où elle n'est pas là, il y ait des ressources. J'ajouterais quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que moi, si j'étais vous, j'aurais beaucoup de gratitude parce que, en fait, de manière naturelle, vous êtes dans l'admiration des choses. Or, on a su au départ que, voilà, on n'y peut rien, on a quand même une partie négative qui travaille en nous de toute façon parce qu'on a été construit comme ça. Et vous avez la chance que ça se passe la nuit. Donc, vous faites rien du tout, vous vivez rien de mal, vous vous réveillez, c'est pas top, mais très vite vous passez à l'autre état. Et alors que les autres personnes, souvent, ils ont des journées pas très drôles, et puis on leur dit, faites de doux rêves. Donc si j'étais vous, je serais plutôt dans la gratitude déjà. Voilà. Et j'aimerais juste revenir par rapport à ce que dit mon frérot. En fait, oui, on n'a pas tous la même quantité ou la même attitude par rapport à ce qui est négatif dans notre vie. Hein. Ce qui est important de se rendre compte, c'est que par définition, on a ce biais négatif. Après, comment, en tant qu'individu, on le vit, c'est très, très différent les uns des autres pour notre histoire personnelle, pour notre histoire généalogique, pour ce qu'on a vécu ou ce qu'on n'a pas vécu, et pour tous les mécanismes ou pas de défense qu'on a mis en place, ou d'acceptation de ce qui se passe, ou de focalisation sur ce qui ne va pas. Bref, on a toutes nos personnalités et nos histoires qui font que par rapport à voir le verre à moitié vide et le voir à moitié plein, pour simplifier, on n'a pas du tout tous, on n'est pas du tout tous les mêmes. Et on a aussi des façons de se protéger de ce qui ne va pas, en se dissociant,
Enfin, il y a plein de façons de faire par rapport à ce qui ne va pas, qui font que des fois on ne le sent pas, ou des fois on a des natures qui sont par définition plus tournées vers ce qui va. Il n'empêche que ce biais existant, notre état de fond reste avec cette alerte et qu'on peut adresser de cette façon-là. Mais c'est sûr qu'on n'est pas du tout tous ni égaux, ni programmés de la même façon par rapport à ce qui nous pèse et ce qui nous fait plaisir. Moi, j'avais une question. En fait, l'exercice pratique, pour moi, ça a été beaucoup trop vite. J'ai pas du tout eu le temps de. On était dans un, qu'on était déjà dans le suivant. J'ai rien réussi à suivre. Donc, j'avais une question parce que moi, j'ai une propension aussi à m'émerveiller, surtout quand je suis dans la nature. Puis, en fait, ces différentes étapes, moi, j'ai pas du tout réussi à les faire ce soir. Donc, je voulais savoir s'il y avait un moyen de refaire cet exercice à un autre moment. Parce que moi, des fois, il y a certaines choses, je suis un peu lente, en fait. Donc, moi, j'aurais besoin de beaucoup plus de temps pour faire ça. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un moyen de faire ça tranquillement, à un autre moment, chez soi, dans la nature? Voilà, merci. Je suis vraiment désolée, mais je comprends très bien. Non, 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 mais je comprends très bien. C'est énormément d'informations et à intégrer en 2 secondes et demie, c'est un peu le rythme que j'ai pris, les 2 secondes et demie. C'est effectivement énormément. Je pense que j'étais enthousiaste, essayer de partager le maximum et que j'étais consciente du temps qui passe et que tout le monde est fatigué. Et du coup, voilà, j'ai probablement été à un rythme qui n'est pas le rythme avec lequel je travaille quand je travaille avec une personne, parce que c'est quelque chose que je fais avec énormément de mes clients, parce que pour moi, c'est la base de toute transformation par rapport à tout ce qu'on a envie, indépendamment de ces belles valeurs-là. Donc, absolument, déjà pour focaliser sur une chose, de se rappeler d'un truc, ça peut prendre déjà beaucoup plus de temps que quand j'ai fait ça, allez hop, hop, hop. Et puis après, alors, le temps de rester, le temps de sentir, ça peut prendre un temps fou hein, et à apprivoiser, etc. Donc, absolument. Donc, oui. Si vous arrivez à garder les étapes, ben, comme ça, vous pouvez faire pause, pause. Ou mettre en vitesse lente. C'est possible aussi maintenant sur les vidéos de mettre en vitesse lente ou rapide. Oui, merci. Merci de cette remarque. Oui. Parce que, enfin, moi j'ai été sensible quand tu as dit il n'est pas demandé de capter. Alors, vu que j'ai passé ma séance à capter les photos, je me sens un peu concernée, mais vu que je suis malentendante et que j'ai envie de retrouver ce que vous avez dit, eh ben, je suis contente d'avoir capté. Mais par contre, j'ai été très présente à à l'exercice. Ça m'a fait beaucoup de bien. Merci. J'ai une dernière question. Alors oui, on peut être empli de gratitude par rapport aux autres. Maintenant, les rares fois où j'ai mis en application cette méthode, et je rassure madame, même après des mois et des mois, ça reste des fois difficile à intégrer complètement. C'est toujours seul, dans la nature. Les autres, alors ils peuvent être, s'ils sont nombreux, ça va pas du tout. Donc j'arrive pas à faire le lien entre une attitude bienveillante d'une manière générale par rapport aux gens qui nous entourent au quotidien et cette pratique qui est vraiment personnelle pour, en tout cas pour moi, plutôt apaiser les anxiétés et capitaliser sur ce qui est bien, mais qui est parasité dès qu'il y a du monde. Donc je ne sais pas si ça existe, qu'on puisse vivre ça en fait d'une autre façon dans la foule ou malgré qu'on soit confronté à beaucoup de gens. Je me pose la question. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je pose comme question. Bon, moi, ce qui a surgi en moi directement en entendant ces paroles, c'est cette histoire qui nous est racontée par la Bible de Jésus qui est dans la tempête, sur un bateau avec ses amis. Il y a les vagues qui submergent le bateau. Il y a même la peur qui est exprimée par les autres de mourir, en fait. Et lui, il dort.
au fond du bateau. Et moi, c'est toujours une image qui m'a interrogé un petit peu de la même manière. Est-ce que c'est possible de dormir dans un bateau qui est en train de couler et qui est ballotté par les vagues? C'est quelque chose de complètement surréaliste, en fait. Hein. Et pour moi, c'est vraiment l'image, au fond, d'une personne qui a tellement intégré, au fond, les éléments, la nature, tout ce qu'il y a autour de lui, qui s'en est tellement imprégné euh, que visiblement, oui, c'est possible en fait. Hein. Ça me fait penser aussi au Kogi. Hein. Il y a 2 semaines, on a, on a parlé beaucoup ici des Kogi, donc euh, euh, de ce groupe de personnes qui, en Colombie, sont vraiment en lien avec la nature, en fait, hein, et qui considèrent qu'ils font partie de la nature, en fait. Hein. Et ce qui m'a étonné, c'est que l'émerveillement, ça n'existe pas chez eux. Parce que, au fond, déjà s'émerveiller, c'est porter un regard sur quelque chose où on est à distance, en fait. Hein, et pour eux, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de distance entre eux et la nature. Ils font partie de la nature. Donc, à quelque part, toute leur vie est émerveillement, en fait. Hein. Et pour moi, c'est peut-être ça, c'est cette qualité de présence où toute ma vie est émerveillement et présence. Alors, c'est peut-être particulièrement difficile pour nous hein, aujourd'hui parce que on est tellement coupé, en fait. Hein. On est tellement coupé de notre environnement, on est tellement coupé de la nature. On a, effectivement, les étapes que tu mentionnais, peut-être que les Kogi, c'est évident qu'ils le font en permanence, en fait. Hein. Euh, et donc, nous, on a à réapprendre. Et à quelque part, tu nous aides à réapprendre. Et c'est réapprendre le lien, en fait. Hein. C'est réapprendre la reliance. Et à ce moment-là, oui, probablement que c'est possible. Voilà, c'est ma réponse. Mais... Merci beaucoup. Merci, Niels. Moi, j'avais envie de savoir ce que tu allais dire. Mais alors, pour répondre sur le plan du cerveau, hein, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir être dans cet état-là, il faut que le cerveau reptilien soit tranquille. Or, on a une difficulté folle à ne pas avoir notre cerveau reptilien en survie. Il est tout le temps alerte à voir d'où va venir le danger. Et dans ce que tu décris, quand tu es au milieu d'une foule, tu ne te sens pas en sécurité fondamentale. Pas parce que tu penses qu'on va... Enfin, il y a une partie de toi qui est en train d'observer ce qui se passe à l'extérieur en termes négatifs, en termes de qu'est-ce que tu vas recevoir qui ne te plaît pas. Donc, fondamentalement, pour pouvoir vivre ça au milieu de la foule, et ce que Jésus a l'air d'incarner, c'est qu'il est tellement paisible à l'intérieur. Il a cette paix intérieure qui fait que son cerveau reptilien n'est pas en train de s'agiter. Et par rapport, donc moi, ce que je vous ai partagé, comme je me suis focalisée sur l'émerveillement et la gratitude, quelque part, dans comment je travaille en général avec les différentes parties du cerveau, on a en gros 3 parties du cerveau qui ont des besoins différents. On a notre cerveau reptilien qui a besoin de se sentir en sécurité. On a notre cerveau limbique ou mammifère qui a besoin de se sentir satisfait. Et on a notre néocortex qui a fondamentalement besoin d'être en relation, de se sentir en lien et d'appartenir. Okay. Et en fait, souvent, on a besoin de travailler énormément pour à peu près tout le monde déjà au niveau de notre cerveau reptilien, indépendamment de la capacité ou la possibilité d'apprécier la gratitude et l'émerveillement qui sont déjà des qualités beaucoup plus, on va dire, sophistiquées que simplement dire je suis OK, je suis safe. Et donc il y a tout un travail dans cette approche de neuroplasticité qui s'adresse à cette partie de notre cerveau qui est de simplement prendre l'habitude tous les jours d'apprendre à calmer ce cerveau en constatant que juste là, tout va bien, je ne suis pas en danger de mort puisque ce cerveau est prévu pour ça. Et du coup, ça peut aider à apaiser cette partie qui s'inquiète parce qu'on a un bouton sur le nez, parce qu'on n'est pas à l'heure, parce que
et qui n'utilisait pas du tout comme c'était prévu au départ, qui était une question de survie fondamentale. Voilà. Véronica qui veut nous dire quelque chose. On te voit pas, mais on t'entend. C'est pas grave. Marina, juste ça, c'est que quand je me force à m'émerveiller pour un coup de soleil ou quelque chose, je trouve très bizarre. Par contre, je suis toujours émerveillée par les enfants et je fais pas exprès. Est-ce qu'on a des cerveaux bizarres que certaines choses, on les voit plus que d'autres? Parce que franchement, la nature, je fais des efforts, sauf la mer que j'adore et le soleil. Mais disons, sinon, c'est vraiment l'émerveillement ou la gratitude envers des personnes, pas envers le soleil et va savoir. Alors, est-ce qu'on a, c'est ça les cerveaux différents? Oui, absolument, Véro. Émerveille-toi avec ceux avec quoi tu sais si bien t'émerveiller avec bonheur. Émerveille-toi pour les enfants, émerveille-toi pour les actions des gens autour de toi. Voilà. Et c'est Très par bien. là que vient la gratitude. Absolument. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher ailleurs que ce qui t'est spontané pour le faire. Ah, je croyais qu'il fallait s'ouvrir plus. Bon, si tu as envie de faire l'effort de t'ouvrir, mais émerveille-toi avec ce que tu veux t'émerveiller. Merci, excuse. Merci pour la question, merci beaucoup. Je voulais juste faire une remarque par rapport à l'image de Jésus au fond du bateau, qui dort, enfin qui te calme. Je rappelle qu'il est au fond du bateau, il est à côté du gouvernail. Ah, ok. Alors peut-être que je ne suis pas bien au courant de comment ça marche un bateau, effectivement. Merci, oui. Moi, je reviens de nouveau sur cette image de Jésus dans le bateau. Je ne pensais pas du tout que vous alliez parler de celui-ci. Parce qu'au moment où vous avez parlé de ce groupe d'Amérindiens, je pense, je sais pas, autochtones en Colombie, ça m'a rappelé un livre. Malheureusement, je ne me souviens plus du tout de l'expérience d'une personne qui vit vraiment à un moment donné une symbiose complète dans la nature. C'était écrit, mais je ne peux même pas vous dire malheureusement le nom de ce livre. Mais moi, je pensais que vous alliez parler de ce moment où Jésus, dans la foule, je trouvais ça juste incroyable. Il est vraiment, pour revenir à ce que tu disais, Marc, avec tous ces gens qui l'envahissent dans tous les sens, et juste une femme le touche son vêtement et il le sent tout de suite, quelque chose pas. Et ça nous dépasse. Ce que je veux dire qu'on n'y arrivera pas, nous, à avoir ce doigté, ce feeling, ce sentiment d'être tellement intégré avec le reste du monde que tout se sent. Je veux dire, chez lui, c'est autre chose. Par contre, ce que je comprends pas et que j'arrive pas à voir pourquoi, et c'est vrai, quand on est dans l'émerveillement, on est de la seconde après face au mystère dans la gratitude. C'est quelque chose, ce lien entre ce moment où on s'émerveille et où ça s'ouvre et que ça passe par le cœur. Je sais pas d'où ça vient et pourquoi, mais c'est vrai que c'est quasi magique, quoi. Ça fonctionne comme ça. Non. Voilà, il n'y aura peut-être pas l'explication scientifique ce soir, mais il y a une constatation, en tout cas, effectivement, que de l'émerveillement, on passe à la gratitude. Oui. Merci beaucoup. Oui. Alors, moi, je voudrais juste ajouter un lien que j'ai fait encore ce soir, parce que chaque fois, je me posais toujours la question, pourquoi c'est difficile de garder ce sentiment de joie, de paix. On est toujours axé sur les pensées négatives, mais de manière inconsciente, en fait. Et je me posais la question, mais pourquoi j'arrive pas à juste focaliser sur quelque chose de positif? Ça, c'est de un. Et après, quand on rentre dans la Bible, on dit bah, les dons de l'Esprit Saint, c'est voilà, la joie, la paix. Je dis mince. En fait, là, je réalise que quelque part, il y a un besoin de nous-mêmes dans cette action, en fait, de garder, d'être dans la joie, d'être dans la paix, dans l'amour, en fait, une certaine prise de conscience et d'activer ça, en fait. C'est ce que je viens de comprendre là maintenant et faire ce lien-là. Ouais, ça m'éclaircit un peu quelque chose, quoi. Merci. Alors, bien sûr, quand je reçois quelque chose ou que je suis dans ces émotions-là, qu'elles soient bonnes ou négatives, mais quand je descends à un niveau où je remets à Dieu tout ce que je vis et en lui faisant confiance qu'il va en tirer du bon, même si ce sont de grosses épreuves, je suis à un niveau de paix. Et là,
à ce moment-là, alors, c'est plus facile pour moi, par rapport à ce que disait Marc, par rapport à la foule et comment faire. À ce moment-là, quand on se reconnecte à cette présence qui est en moi, que ce soit Jésus ou que ce soit Dieu ou que ce soit l'énergie comme d'autres les appellent, à ce moment-là, je peux mieux faire ces exercices d'être toujours dans l'émerveillement. Voilà, je voulais juste dire ça. Oui, merci. Merci bien. Ça nous donne encore des outils et des indications de ce que tu nous donnes pour nous tous, en fait. Hein. Donc, merci beaucoup pour ça. Pour te remercier et dire toute la gratitude de la Maison Bleu Ciel pour ce moment que tu nous as partagé. Voilà un petit outil qui te servira peut-être aussi dans ta pratique d'accompagnement pour permettre à ceux que tu accompagnes d'entrer dans l'émerveillement. je te laisse le découvrir. Bon, pendant qu'elle le déballe, simplement merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Merci pour votre présence et puis je vous souhaite beaucoup d'émerveillement et de gratitude durant ces prochains jours, ces prochaines semaines et toute cette belle saison qui nous attend. À bientôt.